Salut les amis, bienvenue sur TV07, heureux de vous recevoir pour un nouveau numéro d'Ardèche Intime. Aujourd'hui, nous allons parler agriculture et jeunes agriculteurs et nous allons partir à la rencontre d'une demoiselle qui a son exploitation sur le sud Ardèche, le Père Léon. Nous allons partir à la rencontre de Nathalie Souboul, agricultrice, présidente des jeunes agriculteurs ardéchois, une rencontre fort intéressante en plein débat d'agriculture et avec des sujets brûlants. Vous allez voir un Ardèche Intime qui vaut le détour. On est heureux ici à Vinzac. On accueille bien pour ce nouveau numéro d'Ardèche Intime Nathalie Souboul, qui est, on va dire, l'heureuse propriétaire du domaine du Père Léon à Vinzac. Oui. Donc merci de nous accueillir pour ce nouveau numéro d'Ardèche Intime. Avec grand plaisir. Voilà, alors on va un tout petit peu parler d'abord, on va dire, de l'exploitation qui nous accueille ici, puis après on rentrera un tout petit peu dans le détail parce qu'on va voir que Nathalie Souboul a pas mal de casquettes et une jeune agricultrice très active, et je pense représente assez bien l'Ardèche et rentre tout à fait dans le, on va dire, dans le profil d'Ardèche Intime. Alors, Nathalie, expliquez-nous un peu cette exploitation. Donc, on est basé à Vinzac, dans le sud Ardèche, exploitation viticole, d'accord, où une particularité, vous travaillez, c'est-à-dire vous allez produire votre vin sous le nom de Père Léon. Exactement. D'accord. Et aussi, vous travaillez donc avec la coopérative. Oui, tout à fait. En fait, historiquement, donc, le domaine du Père Léon trouve son nom de mon arrière-grand-père. C'est un petit clin d'œil, puisqu'il s'appelait Léon. Et en fait, c'est lui qui a démarré l'exploitation viticole de notre famille. Donc, il avait de la vigne, mais pour d'abord sa propre consommation. Et il a toujours eu dans son objectif de pouvoir partager son vin. Et donc, il avait commencé à élaborer quelques projets, tout ça. Et puis, on est au début des années 1900. Et du coup, sur la commune de Vinzac, il y a, comme c'était le plein essor à l'époque, le projet de créer une cave coopérative. Et donc, finalement, il va laisser tomber son projet personnel pour se rallier à ce projet collectif. Il va être du coup un des fondateurs de la cave coopérative de Vinzac. Les générations se sont succédées et c'est comme ça qu'on a mis le pied dans la coopération. Et en 2016, du coup, j'ai terminé mes études plutôt de commerce du coup, dans le vin. Le projet a à nouveau été mis sur la table en repas de famille. Est-ce que ce ne serait pas le moment donné pour faire le domaine, pour créer notre propre domaine, essayer de créer des vins qui nous ressemblent, qui sont des vins qui nous font plaisir à partager, comme finalement l'esprit un petit peu de notre arrière-grand-père. Et puis finalement, on a concrétisé ça avec le domaine du Père Léon. Bien sûr, on était à l'époque 3 associés, donc il fallait quand même pouvoir générer un certain chiffre d'affaires pour pouvoir vivre tous les 3 sur l'exploitation, parce que quand une famille dépend entièrement d'une exploitation, c'est quand même assez lourd de responsabilité pour l'exploitation. Et donc, on a fait le choix de rester en cave coopérative sur une partie de l'exploitation. Donc, à ce jour, on exploite à peu près une 50aine d'hectares. Et sur ces 50 hectares-là, on en a presque une dizaine qui vont être transformés au domaine du Père Léon et le reste qui est amené en cave coopérative. Ouais. On va bien expliquer pour nos téléspectateurs le fonctionnement. La cave coopérative, on va dire, c'est celui qui va vous assurer le revenu, on va dire, quasiment sûr à l'année, quasiment. Oui. On va schématiser. Oui. Et alors que le reste, on va dire, est dépendant tout simplement des ventes que vous allez réaliser. Oui, c'est ça. Voilà, donc quelque chose d'un tout petit peu plus aléatoire. En fait, très simplement, quand on apporte à la cave coopérative, notre travail s'arrête au moment de la vendange. On vendange, on récolte les raisins, et ensuite ces raisins-là, on les amène à la cave coopérative, et c'est la cave coopérative qui crée avec nos raisins les produits dont elle a besoin pour répondre au marché
aux marchés commerciaux. Les ventes de ces marchés-là et ensuite du coup l'achat de ces raisins par la cave coopérative nous permettent d'avoir des acomptes tout au long de l'année, donc d'avoir en fait une stabilité tout au long de l'année sur ce qui est généré pour l'entreprise. Effectivement, le domaine du Père Léon, comme toutes les caves particulières, c'est un petit peu plus fluctuant et en fonction de la saison et du temps plus ou moins incertain, on va avoir plus ou moins de belles ventes et un chiffre d'affaires plus ou moins important. Alors maintenant qu'on a planté le décor, on va dire, du Père Léon, on va revenir un tout petit peu sur vous. Est-ce que ça a toujours été une évidence de travailler, on va dire, dans le milieu familial, c'est-à-dire dans la vigne, dans ce milieu paysan, ou est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, non, je ne veux pas m'entendre parler, je veux partir tout à fait dans un autre domaine? C'est une question qu'on me pose souvent et j'ai toujours pas vraiment la réponse. Des fois, je dis, c'est un petit peu comme demander qui de l'œuf ou de la poule est arrivé le premier. Parce que quand on est dans une famille agricole comme la mienne, on commence très tôt à travailler dehors, à travailler dans les vignes. On n'y prend pas toujours du plaisir, mais c'est un petit peu dans nos veines finalement. Le vin, moi dans ma famille, on l'a découvert assez tôt. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est assez culturel pour nous. J'ai commencé à déguster du vin, je devais avoir une petite dizaine d'années pour les anniversaires, les moments vraiment festifs où on avait le droit de goûter dans un petit fond de verre, donc on met le doigt dedans comme ça. Après, non, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'en plus je suis la seule fille de ma génération et donc je pense que dans le collectif, dans la pensée collective de la famille, c'était pas forcément inné que je m'installe sur l'exploitation. Ouais, c'est un sacré défi. On comprend que dans les familles paysannes, c'était souvent on va dire l'aîné masculin qui prenait la suite. Et c'est vrai que ça, quand même, les codes ont tendance un tout petit peu à changer. Oui. On voit que pas mal de femmes prennent des exploitations en main. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important pour l'agriculture. Comment, on va pour nos téléspectateurs, comment on arrive pour une femme, parce que c'est aussi important, à lier, on va dire, vie de famille, la vie à la terre, parce que c'est quand même un métier qui est quand même compliqué. Comment on arrive un peu à jongler entre tout ça? Alors certes, vous n'êtes pas seul, mais je suppose que là aussi, c'est un sacré défi. Je pense que si j'avais la solution miracle, je la donnerais volontiers. Malheureusement, je ne l'ai pas. C'est vrai que oui, parfois c'est compliqué. Il y a des choses dans la vie qui font qu'il faut faire des choix. On les fait avec envie et des fois par nécessité. Mais oui, c'est un jeu en espèce d'équilibre à essayer de trouver. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je ne désespère pas de le trouver un jour. Bon, de quoi donner après un peu des ficelles à certaines de vos confrères. Nathalie, le vin, aujourd'hui, est-ce que quelque part, ça ne vous fait pas peur ce milieu viticole? Il y a quand même une crise aujourd'hui de la viticulture. On voit aujourd'hui, notamment dans la région Sud-Ardèche, beaucoup d'arrachage de vignes, ça ne replante pas forcément beaucoup. Donc, est-ce que ça, quelque part, ça ne vous fait pas un peu peur et ça ne vous fait pas réfléchir pour l'avenir? Est-ce que vous ne vous dites pas à un moment donné, pétard, est-ce que j'ai pris la bonne voie? Est-ce que j'ai bien fait d'y aller, quoi, en fait? Parce que qu'est-ce qu'on va devenir, quoi? Oui. Du coup, oui, forcément, il y a des moments où, quand c'est vraiment difficile, on se pose la question de est-ce que j'ai fait le bon choix de m'installer, d'être complètement dépendante du chiffre d'affaires de l'entreprise. Est-ce que j'aurais pas fait meilleur choix d'être salarié dans une entreprise tierce où la responsabilité n'est pas sur mes épaules, où en fait finalement je produis mon travail 35 heures par semaine et c'est tout. Oui, c'est sûr. Après, ça n'a pas la même valeur non plus. On n'a pas le même engagement, on n'est pas autant créatif, je pense en tout cas, quand on est salarié que quand on est indépendant. Et puis, je pense que de toute façon, c'est assez général dans l'agriculture de manière globale. La remise en question, elle est propre à toutes les filières agricoles, elle est propre à beaucoup de chefs d'entreprise aussi. Et en fait, il faut constamment se remettre en question, constamment essayer d'évoluer pour faire en sorte que notre exploitation puisse être transmise à la génération d'après aussi. C'est un but?
Bon, un peu, oui. Ouais, Oui. ça vous ferait plaisir, par exemple, d'avoir vos enfants, vos enfants ou neveux qui reprennent, ou nièces, qui reprennent on va dire, l'exploitation perdure? Bien sûr. Bah, avec mon frère, on est la 4e génération sur l'exploitation. Donc ce serait quand même assez stupide de notre part de ne pas avoir envie qu'elle soit transmise comme nous, on a pu nous la transmettre. Après, voilà, chaque génération fait face à certains défis. Et les nôtres commencent dès le début de notre carrière professionnelle. Ça ne veut pas dire que le reste sera tranquille non plus, mais j'espère que oui, on connaîtra des temps un peu plus certains. Parce que on parle là d'une crise viticole, crise économique entre guillemets, mais il y a aussi eh bien, tout ce qui est météo, qui est compliqué pour vous. On se souvient que l'année dernière, il me semble, à cette époque-là, il y a eu sur certains secteurs la grêle qui a fait des gros dégâts. On s'imagine, pour vous, par exemple, ici, si vous étiez touché par la grêle, je veux dire, il faut que les gens comprennent, c'est qu'il y a des caves qui n'ont rien eu dans les cuves. Les cuves sont vides, c'est-à-dire vous savez qu'avant, vous avez un revenu zéro, quoi. Ça aussi, c'est quand même pas évident à appréhender, et surtout que c'est un élément qu'on maîtrise très peu, qu'on ne maîtrise pas en fait. Qu'on ne maîtrise pas du tout, effectivement, il n'y a pas de moyen de savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Si on avait une boule de cristal, je pense qu'on aurait tous les matins à la frotter pour savoir qu'est-ce que nous annonce la journée. Après, oui, c'est aussi les inconvénients de ce métier-là, c'est qu'avec un aléa climatique comme celui qu'on a connu l'été dernier, qui était autour du 14 juillet, et ben, en l'espace de 10 minutes, il faut bien comprendre ça, c'est qu'en l'espace de 10 minutes, vous avez le travail d'une année entière qui est mis à terre et du coup, ben, le chiffre d'affaires aussi d'une année entière qui est mis à terre. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de rester en cave coopérative et d'avoir la cave particulière, parce que finalement, ben, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. On essaye d'avoir des réseaux de distribution qui trouvent un certain équilibre, d'avoir des millésimes aussi, des cas, parce que forcément, quand on est en cave particulière, eh bien, on a un petit peu de stock qui permet d'avoir un roulement, même si on a des années un peu plus difficiles en termes de production. Souvent, on entend parler d'assurance, mais ça, c'est très compliqué. Oui. Je veux dire, déjà, c'est quelque chose qui coûte très cher, je suppose. Oui. Et en fait, très peu de vos confrères, ou même vous, peut-être, vous n'êtes pas assurés pour ce genre d'événement. On l'était, on ne l'est plus, parce que malheureusement, le système assurantiel aujourd'hui est construit de telle sorte qu'il va favorablement intervenir quand on a un aléa climatique tous les 5 à 10 ans. Là, il va être vraiment efficace. Il va permettre de pouvoir faire tourner la boutique pendant une année sans trop de tracas. Mais par contre, quand on a des épisodes climatiques assez récurrents, comme ça a été le cas sur notre exploitation ces dernières années, et ben en fait, l'assurance ne vous rembourse plus finalement le potentiel de récolte que vous devriez avoir. La moyenne est trop basse. La moyenne est trop basse. Donc, comme quoi, il y a des idées qui perdurent, et donc, vous voyez, nos amis agriculteurs sont souvent... c'est peut-être ce mythe de l'assurance est quand même bien présent chez les gens, donc comme quoi vous vous débrouillez bien tout seul, comme on dit, par rapport à ça. On va continuer. Souvent, vous avez évoqué la coopérative. Oui. Moi, j'aimerais qu'on revienne dessus, parce que là aussi, on a différents sons de cloche. On a vu passer un temps pas mal de viticulteurs sortir du monde coopératif pour monter, un peu comme vous l'avez fait, des caves, mais sortir complètement, pour le coup. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce système de coopérative a encore lieu d'être et d'exister, ou est-ce qu'il faut revoir ce modèle-là? Si, je pense que c'est un système qui doit évoluer, parce que comme tout système, il y a toujours du renouveau à avoir et il y a toujours de l'amélioration à avoir. En fait, je pense que là où il y a il y a eu un gros virage à prendre, et certaines caves l'ont pris, d'autres sont en train de le prendre et d'autres ne l'ont pas pris malheureusement, c'est que la consommation du vin a changé. Et donc, le consommateur attend un produit qui correspond plus à ce que qui correspond plus à ce que toutes les caves coopératives peuvent produire. Le consommateur, il voit le vin souvent comme un produit assez onéreux et assez luxe.
entre guillemets, assez luxe. Dans l'agriculture, on fait partie des produits transformés les plus luxueux de l'agriculture. Et en fait, je pense qu'il y a certaines caves qui ont trop souvent fait des vins, ce qu'on appelle des vins génériques. Donc des vins à très fort rendement, avec une valeur qui se fait vraiment sur le volume, donc qui sort des bouteilles à quelques euros à peine. Et aujourd'hui, le consommateur, c'est plus ce qu'il veut, parce qu'il en consomme beaucoup moins, mais par contre, on sait qu'il est capable de dépenser un petit peu plus sur le prix moyen d'une bouteille. Et donc, vous avez des caves coopératives qui s'en sortent très bien en faisant des cuvées parcellaires, des choses avec vraiment de la sélection, qui a compris en fait les attentes du consommateur. Et il y en a d'autres qui sont en train de se remettre en question là-dessus parce que voilà, ils voient que ça commence à se confronter un petit peu à cet ancien système, à ces anciens consommateurs. C'est un peu ce que vous avez dit en début d'émission. Hein. Vous avez parlé, quand on a parlé du Père Léon, vous avez dit on raconte une histoire oui. à travers nos vins. C'est un peu ça. En fait, ça. À un moment donné, il faut que le consommateur, quand il prenne cette bouteille, il y ait l'histoire du Père Léon. Tout à fait. Hein, c'est ça. Oui. C'est ce qu'il faut arriver à transmettre aujourd'hui. Oui. Et puis, forcément, on a l'image de la villageoise, mais c'est un tout petit peu ça, quoi, en fait. C'est ça. Le milieu viticole évolue par rapport à ça. Je pense que c'est exactement ça. Quand un consommateur, quand un client part de la cave avec sa bouteille, par exemple là de Hoffatch, il est content de pouvoir partager la bouteille, partager le vin qu'il a apprécié, mais il est d'autant plus content de pouvoir expliquer qu'est-ce que veut dire le nom. Qu'est-ce que ça veut dire Hoffatch? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne doivent pas savoir. C'est un petit jeu d'ailleurs. À vous de trouver ce que ça veut dire. Exactement. Voilà. On vous attend en commentaire. Et donc voilà, c'est aussi cet échange et ces moments de partage qui font que le vin ne doit pas plus être vu comme seulement un produit de luxe. Il y a une tranche une génération qui arrive sur la dégustation de vin, sur les 18-35, qui découvrent petit à petit le vin, qui étaient des consommateurs plutôt d'alcool fort dans la jeunesse, on l'a tous fait, qui étaient des consommateurs de bière aussi, et qui peu à peu se mettent à boire du vin, mais ils veulent boire du vin qui a quelque chose à raconter. Voilà, donc vous avez compris, Hoffatch, à vous de nous dire ce que ça veut dire. Nathalie, il y a, puisque ça ne vous suffit pas, on va dire, l'exploitation agricole ne vous suffit pas, il y a une autre casquette, puisque vous êtes une femme engagée, et engagée pour votre métier, puisque vous êtes présidente. Oui, coprésidente. Coprésidente, ouais, c'est ça, il me semblait bien qu'il y avait une petite nuance, des jeunes agriculteurs de l'Ardèche. Tout à fait. C'est ça. Là aussi, c'est quelque chose qui est important pour vous, cet engagement. On va dire, c'est quoi qui vous a poussé à aller adhérer, on va dire, aux jeunes agriculteurs? Je pense qu'au départ, ça s'est fait un peu sans grande réflexion. Et puis ça a perduré parce que j'y ai trouvé des gens qui partagent le même train de vie que moi, qui partagent le même rythme de vie que moi. Et aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui est assez difficile de trouver. On le voit dans les médias, on le voit partout. L'agriculture, c'est un monde à part. C'est presque une micro-société à part. Et en fait, quand on fait partie de la société en général, souvent il y a une confrontation qui se crée avec des gens qui sont salariés, voilà, qui font 35 heures, qui ont des problèmes avec leur patron, etc., etc. Et puis, quand on discute avec des agriculteurs, les heures, on ne les compte pas. Le samedi soir, s'il y a un apéro et qu'on arrive à 22h au lieu d'arriver à 18h, c'est pas grave, on vous tend un verre et on vous dit alors ça s'est bien passé, viens boire un coup. Et c'est ce que j'ai d'abord apprécié au GIA. Et puis bien sûr, après, il y a des combats, il y a une philosophie de pensée sur l'agriculture qui m'a pas laissée indifférente et qui a fait que j'ai eu envie aussi de m'engager pour le syndicat. Ouais. Mais le combat est difficile. Quand je dis le combat, c'est-à-dire qu'à un moment donné, outre, on va dire, les éléments naturels qui sont compliqués pour l'agriculteur aujourd'hui,
on sent qu'il se passe quelque chose dans la société avec les agriculteurs. Et je suppose que ça ne doit pas être évident, là aussi, de porter la bonne voix, la bonne parole, expliquer les choses, parce que ça aussi, je pense qu'il y a besoin de beaucoup de pédagogie par rapport à l'agriculture. Oui. Donc là aussi, ça doit être quand même quelque chose d'assez compliqué. Et des fois, est-ce que vous n'avez pas l'impression de ne pas être entendu, en fait? Oui. Oui, clairement, oui, on a des représentants de l'État, on a des gens qui passent à la télé, des gens qui passent à la radio, des gens qui passent dans le journal, qui arrivent à toucher la population à son sens large et qui ne soutiennent pas du tout le travail des agriculteurs au quotidien. Et en plus de ne pas le soutenir, vont même contre la simplification qu'on essaie de demander, parce que finalement, ce que nous, on demande depuis longtemps déjà, et en particulier depuis bientôt 2 ans, c'est que, en fait, on nous simplifie un petit peu la vie, parce que ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on est sur un enchevêtrement et une superposition de réglementations sur l'agriculture. Et en fait, nous, on est d'abord là pour pouvoir produire, pour pouvoir faire vivre notre terre, pour pouvoir faire vivre notre patrimoine. On n'est pas là pour remplir des dossiers, des papiers, pour répondre à des questions sans queue ni tête, et pour faire vivre des contrôleurs qui finalement nous posent des questions des fois qui n'ont vraiment aucun sens. Mais oui, il y a beaucoup de moments où on a l'impression de ne pas du tout être entendu et surtout de ne pas être reconnu pour le travail qu'on fait et pour le professionnalisme aussi dont on fait preuve. Parce que souvent, on considère qu'un agriculteur va appliquer des produits phytosanitaires sans réfléchir, que si on demande une autorisation pour tel produit, c'est juste que voilà, on fait partie de gros lobbies phytopharmaceutiques, etc. Non, la réalité des choses, c'est qu'on est, nous, en contact quotidien avec Dame Nature, si on peut l'appeler comme ça, et qu'on sait là où on a besoin d'intervention technique, on sait là où on peut s'en passer, et il y a quand même 2 éléments, c'est que c'est nous qui les appliquons, ces produits-là, et c'est nous qui les payons. Donc forcément, on ne va pas en faire des caisses, on ne va pas essayer d'en mettre plus que nécessaire. Ce qu'on veut, c'est pouvoir produire dignement et simplement et pouvoir jouir de notre métier dignement et simplement. Mais est-ce que vous pouvez aussi, on va dire, si je me fais un tout petit peu l'avocat du diable, entendre aussi qu'il y a des craintes par rapport à certains produits? On glisse tout doucement vers la loi du plomb, hein, tout doucement, mais on y arrive, qui aujourd'hui, voilà. Est-ce que vous pouvez aussi comprendre et entendre des gens qui ont peur? Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a aussi une crainte par rapport à ça. Je pense que comme dans vos métiers, comme dans d'autres, hein, dans l'industrie ou quoi que ce soit, il y a des excès. Et est-ce que finalement, on va dire, l'agriculture aujourd'hui ne paye pas un peu le prix pour certaines grosses exploitations qui ont peut-être même rien à voir avec la viticulture? Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le petit paysan, il paye pour un peu le gros entrepreneur voilà. Enfin, le gros entrepreneur, après, il faudrait me dire quelle grosse entreprise... Si on parle des céréaliers, si on parle des gros... les gros faiseurs... C'est pas en Ardèche que vous allez en trouver mais très, très gros. Le problème, c'est qu'il y a un amalgame de tout, je pense, qui est fait aujourd'hui. C'est ça. Et en fait, je pense qu'il y a aussi... pour moi, c'est un peu un phénomène de société parce qu'on le voit dans l'agriculture, mais finalement, on le voit dans beaucoup de domaines. C'est que les gens ont envie de simplifier l'information tellement forte, et tellement la simplifier, que ça finit par plus vouloir rien dire. Et si on veut parler de la loi du plomb, allons-y, parlons-en. La pétition, je pense qu'il y a quand même une grande majorité des gens qui ont signé la pétition qui ne savent pas du tout ce que la loi contient, ce que le projet de loi contient, et qui, au-delà de ça, sans savoir ce que le projet de loi contient, ne savent pas ce que c'est que les produits phyto qui sont cités dedans, quelles sont leurs utilisations, pour qui ça arrange la vie, quels sont les réels risques pour le consommateur final. Et c'est ce que je trouve vraiment dommageable aujourd'hui, et c'est ce qui nous fait défaut aussi,
c'est qu'on a tout un tas d'experts qui sortent de derrière les fagots, parce qu'ils ont 3 plants de tomates dans leur jardin et qu'ils ont envie d'acheter 2 chèvres et 2 poules, histoire d'avoir une micro-ferme à la maison, estiment qu'ils en savent autant que nous, voire plus. Ben, grand bien leur face, qu'ils viennent, qui prennent une pelle, une pioche et qui travaillent, qui nous montrent comment faire pour ne pas travailler, pour travailler sans aucun produit. Bien volontiers, je les regarde faire et je prendrai note. Oui, on sent non, mais on sent qu'il y a un virage. Hein. On va pas rentrer forcément dans le détail, mais même au sein des agriculteurs, on sent qu'aujourd'hui, il y a des mouvements complètement différents. Oui. Bon, on va pas, même en Ardèche, on voit que c'est compliqué. Pourtant, on est sur un petit secteur. Et ça aussi, c'est pas évident quoi, d'avoir une seule voix et que tout le monde tire dans le même sens. Quoi. Non, vraiment, c'est pas évident. Et d'autant plus que j'ai un caractère qui est assez buté borné, comme on dit. Mais j'ai du mal à comprendre que, alors qu'on veut la même chose, c'est-à-dire avoir chacun une exploitation qui nous permette de vivre dignement de notre travail, de notre labeur, et ben on n'arrive pas à avoir la même vision des choses. J'aime beaucoup le débat parce que je trouve que c'est quelque chose qui permet de s'enrichir et qui permet d'avoir de nouvelles visions et d'améliorer sa vision des choses et sa réflexion. Mais je n'arrive vraiment pas à comprendre, alors que le but ultime de chacun, c'est de dire on travaille comme des forçats par moment dans certains moments de la saison. Il y en a certains, pour certaines filières, c'est toute l'année qu'ils travaillent comme des forçats. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre dignement de ce métier-là, d'avoir la rémunération tout travail mérite salaire, et d'avoir la rémunération qui est inhérente à notre travail. Pourquoi on ne se donne pas tous les mêmes moyens? Pourquoi on n'essaye pas d'avoir vraiment des moyens efficaces pour pouvoir travailler? C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Mais bon, c'est pas demain la veille que je comprendrai, je pense, malheureusement. Et puisqu'on en est à cette partie engagée, et l'actualité est riche en ce moment, hein, on voit notamment la filière bovine hein, qui est très touchée en ce moment. Alors, je ne sais pas si sur l'Ardèche, il y a des... Pour le moment, non. Pour le moment, non. Mais là aussi, on va dire que les gens ont du mal à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on voit des exploitations complètes qui sont décimées, alors un jour c'est les vaches, c'était les moutons, les brebis il y a quelques temps, la filière avicole pareil est des fois touchée. On a l'impression que quand même on charge à chaque fois. Et moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a quelques années en arrière, on avait ces phénomènes-là qui existaient. Est-ce que vous, qui êtes vraiment dans, on va dire, l'agriculture et qui avez accès certainement à beaucoup plus de données que moi, est-ce que c'est des phénomènes nouveaux? Est-ce que c'est des phénomènes qui existaient? Ou est-ce qu'aujourd'hui, en fait, on a on va dire une vision et on est plus au courant des choses? Comment vous l'analysez, ça? Je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Oui, il y a beaucoup plus de communication, surtout sur des sujets aussi clivants que des troupeaux qui sont décimés pour telle ou telle maladie, que des maladies sanitaires, c'est très clivant. Depuis le Covid, enfin, on le sait, c'est quelque chose qui génère beaucoup de clics, comme on dit. Oui, il y a eu des maladies, j'étais pas du tout grande, mais je me rappelle de tout ce qui se passait autour de la maladie de la vache folle, tout ça. C'était quelque chose qui était très angoissant. Et en fait, on retourne là-dedans. Après, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y ait de plus en plus d'importations. On importe de plus en plus. Finalement, il y a une espèce je trouve qu'il y a comme une espèce de honte à la production française, alors qu'on est quand même une des productions les plus sûres au monde, une des meilleures productions. Et oui, c'est plein de facteurs qui rentrent en compte, qui sont assez difficiles à définir. Donc donner une réponse de oui ou non, ce serait assez compliqué, mais oui, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Ouais. Alors,
casquette de coprésidente. Alors, on a parlé un peu du négatif, on va parler du positif, parce qu'il y a des belles choses qui se passent quand même avec les jeunes agriculteurs. Beaucoup d'actions, hein, on le voit souvent dans les différents médias. Et puis, une belle manifestation qui arrive à la fin du mois d'août, Tout à fait. le dernier week-end d'août, où là, ça va être pour vous l'occasion véritablement de mettre en avant, on va dire, votre métier, les métiers de l'agriculture. Dites-nous un peu ce qui va se passer à Chaumérac. Eh ben, c'est avec un grand plaisir que pour ma dernière année de mandat, on accueille la finale régionale de Labour. Donc chaque année, fin août, on participe à ce qu'on appelle la finale départementale de Labour. Donc on a plusieurs concurrents qui font le concours de Labour et qui se qualifient ensuite pour la régionale. Et de la régionale, il y a le national, bien entendu. Et donc, pour la première fois depuis presque 15 ans, on reçoit la finale régionale sur l'Ardèche. Et donc, elle va être sur le canton de Chaumérac, sur la commune de Chaumérac, au lieu-dit Augentes. Et donc, c'est un grand plaisir qu'on a de pouvoir faire cet événement, pouvoir sortir cet événement de terre. Et puis partager toutes les filières, toutes les productions aux gens qui voudront bien venir nous rencontrer sur 2 jours. Donc ce sera le 30 et le 31 août. Oui, d'ailleurs c'est marrant parce que je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde, c'est certain. Il y aura beaucoup de signataires de la loi du plomb, je pense, qui vont venir vous rencontrer, c'est certain. Et c'est là aussi tout le paradoxe en fait. C'est-à-dire qu'en fait les gens vont aller contre certaines choses, mais après tout, quand même, le milieu agricole est quand même, aujourd'hui, vous faites partie des métiers qui sont, on va dire, reconnus, qui sont quand même aimés par les Français, et on l'a vu lors de la dernière crise, globalement, l'opinion publique était derrière vous. Quoi. Oui. Hein, c'est ça. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a fait assez chaud au cœur, c'est que pendant les manifestations qui nous ont occupé quand même un grand laps de temps, et qui ont été très, très énergivores pour nous, on avait quand même beaucoup de gens qui étaient à nos côtés, qui étaient derrière nous, qui nous soutenaient, que ce soit des passants dans la rue, que ce soit même des transporteurs qui ont bloqué pendant des jours entiers. Ils étaient là, mais on comprend pourquoi vous faites ça, on est complètement d'accord avec vous, juste laissez-nous rentrer pour le week-end, c'est tout ce qu'on vous demande. Mais oui, après, c'est agréable. Et c'est ce que je trouve d'autant plus étrange comme raisonnement, c'est qu'effectivement, il y aura certainement beaucoup de signataires de la loi du plomb qui seront à la finale régionale de Labour. Et en fait, c'est des gens avec qui il suffit de discuter, il suffit de parler, et tout de suite, ils comprennent qu'on n'est pas des grands méchants en combinaison d'astronautes à vouloir passer des produits partout, qu'on est simplement des gens qui essayons de travailler du mieux qu'on peut. Et même au caveau, ici, c'est très souvent qu'on fait plus de pédagogie que de dégustation. Nathalie, ardéchoise de souche, oui. On va dire, sur le sud Ardèche, oui. Département, on va dire, qui vit aujourd'hui, en grande partie grâce au tourisme, en très grande partie grâce au tourisme. Comment elle voit l'avenir du sud Ardèche, Nathalie Sepoul ? Chaudement. Chaudement, non, mais après, pour le moment, je pense que le sud de l'Ardèche fonctionne bien. Il y a des vigilances à avoir pour qu'on conserve quand même ce milieu qui fait tant envie à beaucoup. Même si on n'a pas ni l'autoroute, ni les réseaux ferroviaires, ça fait aussi notre petit charme. Je pense que l'Ardèche du Nord et le plateau ardéchois méritent aussi beaucoup d'être découverts. Donc je fais 100% confiance au conseil départemental et à l'agence départementale du tourisme pour faire connaître ça au plus grand nombre. Non, mais je pense qu'il y en a pour tout le monde. Il faut qu'on reste authentique comme on l'a toujours été sur le territoire. Je pense que les Ardéchois sont connus pour être des gens assez fiers, assez chauvins aussi. Et je pense qu'authentique, c'est quelque chose qui définit assez bien les Ardéchois. Donc, tant qu'on reste authentique, moi, ça me va. Le surtourisme ne vous fait pas peur ? Je vous dirais qu'à Vinzac, le surtourisme, pour le moment, on ne le voit pas trop. Il n'est pas loin. Il reste peut-être un peu plus bas à la déviation, mais à Vinzac, on n'en est pas trop embêté.
Après, je pourrais pas parler à la place du secteur de Vallon-Rions, parce que j'imagine bien qu'ils rencontrent des difficultés qui sont les leurs et qui doivent bien être liées au surtourisme. Ça nous arrive aussi de croiser des vacanciers qui imaginent qu'une terre agricole est un grand parc naturel ouvert à tous, ce qui n'est toujours pas le cas, mais il suffit encore une fois d'essayer de parler, de dialoguer et pour faire comprendre aux uns et aux autres que voilà, on essaye justement de travailler pour l'Ardèche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous conseilleriez à des jeunes de se lancer dans l'agriculture et dans la terre viticole? Je ne pourrais pas être présidente des jeunes agriculteurs sans soutenir que l'agriculture a de belles années devant elle. Je pense qu'il y a tout à fait la place pour installer de nouveaux jeunes, d'autant qu'on sait qu'il y a plus de 50% des agriculteurs qui arrivent en retraite et qu'il y en a une grande majorité qui ne vont pas être remplacés. Donc il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'il y a des nouveaux modèles. Peut-être que la polyculture, c'est quelque chose qui va beaucoup revenir pour créer des modèles économiques viables. Mais oui, il y a la place pour tout le monde, vous y avez pensé, et en particulier pour les femmes. Oui, vous y avez pensé? Bien sûr. La polyculture? Oui. Olivier? Oui. Oui, notamment. Oui, on a de la culture de châtaigne depuis 2012, qui malheureusement connaît quelques petits déboires, mais on ne recule pas pour autant. On a quelques oliviers parce que voilà, c'est aussi historique sur notre exploitation. Et avec mon frère, on a des réflexions sur de nouvelles plantations pour essayer d'une part de toujours ne pas mettre ses œufs dans le même panier, et d'autre part, voilà, essayer de découvrir de nouvelles choses, se challenger avec de nouveaux projets. Oui, et puis le changement climatique fait aussi que peut-être qu'il y a des nouvelles cultures qui vont arriver sur le secteur. On voit notamment, on a eu le pistachier, on voit qui arrive pas mal, l'amande qui aussi était déjà présente, mais qui prend son essor. Ça, c'est des cultures qu'on risque de voir de plus en plus sur sur nos terres. Oui, il y a les cultures fruitières comme celles que vous avez citées. Les plantes aromatiques et médicinales, par exemple, aussi, il y en a certaines qui pourraient s'implanter, notamment, par exemple, l'aloe vera. Tout ça, c'est des choses que l'aloe vera, on a testé avec mon frère il y a 2 ans. Malheureusement, ça a gelé. Donc, bon, ce sera pas une culture pour nous, en tout cas pas pour Vinzac, mais je ne doute pas qu'il y en ait certains qui essayent et qui réussissent. Bon, une annonce sur TV07, vous remettez le couvert aux jeunes agriculteurs ou pas? Non, je ne remettrai pas le couvert. Non, je ne remettrai pas le couvert parce que du coup, c'est pour ça que je suis en coprésidence actuellement. C'est que j'ai fait 3 ans de mandat plein en tant que présidente unique, on va dire. Et pour ma dernière année de mandat, j'ai proposé une coprésidence avec mon éventuel successeur pour essayer en fait d'avoir une transition un petit peu plus douce, surtout au vu de tout ce qui se passe au niveau politique. Il faut aujourd'hui être très très au courant pour pouvoir être efficace et être réactif. Donc j'ai proposé ça et pour le moment ça se passe super bien. Donc il n'y a pas de raison. Et puis j'arrive au bout de mon 2e mandat. Et chez JA, c'est une règle, il y a 2 mandats, pas plus. Mais Nathalie Souboul restera active. Bien sûr. Bien sûr. Elle sera toujours présente là pour promouvoir, on va dire, l'agriculture, la jeune agriculture ardéchoise. En tout cas, un numéro d'Ardèche Intime fort intéressant. Merci de cet éclairage. Je pense que c'est quelque chose qu'il fallait avoir, qui va éclairer les téléspectateurs de TV07, toujours très sensibles et très ancrés, on va dire, dans le terroir ardéchois. Et vous le représentez parfaitement. Merci de l'accueil ici au Père Léon. Une bonne récolte 2025, parce que ça ne va pas tarder, non, les vendredis? Non, d'ici 1 mois, je pense qu'on aura commencé. Ça y est, les derniers jours de vacances et après... Plein nettoyage pour être au top et après on y va, on attaque. Bon. Allez, si tu as aimé cette émission, n'oublie pas de liker, de partager, d'en parler autour de toi. Et quant à nous, on se donne rendez-vous pour un nouveau numéro d'Ardèche Intime.